Le professeur Kwadwo Nguessan Jérémy nous fait l'honneur de sa présence dans ce studio, mesdames et messieurs. Il est secrétaire académique du domaine des lettres et sciences humaines de l'ASCAD. Avec lui, nous allons évoquer, bien sûr, la figure de proue de la politique de notre pays, Félix Houphouët-Boigny, mais juste après cet élément thématique. Cet homme, vous l'avez déjà bien sûr reconnu. Il s'appelle Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, 300 000 km², 4 millions d'habitants. Nous avions quitté Abidjan la veille, laissant derrière nous une capitale orgueilleuse de son développement spectaculaire, dissimulant à peine une insolence de parvenu. Une capitale vitrine, mais dont les glaces ne reflètent que les images déformées d'un pays dont la terre constitue la véritable richesse. Aujourd'hui, le président Félix Houphouët-Boigny est un modèle pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous, c'est vrai que nous, on était encore très jeunes, mais à partir de ses œuvres, on découvre la qualité de l'homme. Aujourd'hui, c'est un modèle. On sent une sagesse à travers ses écrits. On a l'impression qu'il est philosophe, qu'il est mathématicien. En tout cas, c'est un homme extraordinaire. Un homme extraordinaire. Bon, vous voyez, en tant qu'historien, avec le temps, on se rend compte que le président Houphouët-Boigny était un peu en avance dans sa vision du monde par rapport à ses contemporains. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, qu'est-ce 40 ans dans la vie des peuples quand le monde compte des milliards d'années d'existence? Nous aurons des hommes capables de transformer nos matières premières. Quand nous aurons à discuter en ce temps-là, quand ils auront à discuter en ce temps-là du coût de l'acier, non pas de minerai de fer, bien alors, il y aura un langage qui sera compris, le langage de l'intérêt commun. Voilà, sur beaucoup de sujets, on ne le comprenait pas souvent, mais avec le temps, aujourd'hui, on comprend qu'il avait pleinement raison. Oh, Félix Houphouët-Boigny, il est appelé communément le père de la nation. C'est lui qui a permis à la Côte d'Ivoire, quand on dit lui, et il était entouré de ses collaborateurs qui ont permis aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance. C'est le premier président de la République de Côte d'Ivoire et il a laissé aujourd'hui un héritage qui est le pays. Et je pense bien que pour moi, Félix Houphouët-Boigny, c'est un repère. Raison pour laquelle je viens pour parcourir les ouvrages, acheter des ouvrages qui portent sur la vie de ce grand homme que la Côte d'Ivoire est connue. Beaucoup de souvenirs. Le père fondateur, vous savez qu'on a passé 33 ans de paix avec lui, ça c'est déjà quelque chose qui saute à l'œil. Il y a ces dictons, chaque fois quand le journal devrait passer, qui venaient ses pensées du jour. Le vrai bonheur, on ne l'a pratiqué lorsqu'on a perdu. Nous avons dû rassembler au sein de notre mouvement toutes les populations ivoiriennes, sans distinction de race, de tribu, de couche sociale, et parvenir à l'indépendance alors que la nation ivoirienne n'est pas encore née. Elle est en construction, elle est en puissance. Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour qu'elle se réalise tôt. Nous voudrions, comme Renan, avoir la commune volonté de vivre en commun. C'est ça la nation ivoirienne. Ce que je retiens du président Félix Houphouët-Boigny, c'est que c'est un humaniste et c'est quelqu'un qui a véritablement aimé son pays. Il a aimé son pays, il a aimé l'Afrique et il a aimé la population ivoirienne. Et il a voulu absolument que ce peuple soit heureux. Donc, il s'est donné corps et âme pour le développement de ce pays. Voilà, avec cette célèbre phrase, nous revenons sur le plateau en compagnie du professeur Kwadwo Nguessan Jérémy. Il est secrétaire de l'Académie du domaine des lettres et sciences humaines. ASCAD, bonjour professeur et bienvenue. Bonjour, merci. Merci. Alors, après l'élément illustratif, on a envie de vous demander qu'est-ce que représente et qu'est-ce qu'était la philosophie du père de la nation? Je vais vous dire des banalités parce que je ne suis pas vraiment un spécialiste du président. Maintenant qu'il appartient à l'histoire, chacun de nous a son idée. Tout le monde résume la pensée du président Félix Houphouët-Boigny par l'humanisme.
Ce qui signifie que dans toute son œuvre, l'homme était l'alpha et l'oméga de toute son action politique, son développement. Et s'il a passé son temps à essayer de régler des problèmes à l'intérieur et à l'extérieur, tout ça c'est pour converger vers le bonheur de l'homme. Donc je dis que maintenant qu'il appartient à l'histoire, chacun de nous peut lire Houphouët-Boigny selon son angle d'attache. Mais je dirais que c'est ce que je retiendrai, que l'homme, il a été vraiment un militant de l'homme en tant que tel. Et toute son action a tourné autour du bonheur et de la sérénité de l'homme. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fouettisme, c'est aussi un humanisme. Un humanisme. Alors, le mythe, entre guillemets, hein, Houphouët-Boigny se construit bien avant l'indépendance. Pour les combats d'abord syndicalistes, oui. Ensuite il mène des combats énormes pour son pays et aussi pour l'Afrique. Parce que ce qu'il faut retenir également d'Houphouët, c'est que c'est un Africain. Quand vous dites le mythe, ça c'est le mot. Nous-mêmes, tout jeunes, quand nous avions 10-12 ans, on nous racontait des histoires extraordinaires sur Félix Houphouët-Boigny. Et je me souviens que ma mère me disait qu'un jour on le voit, il est clair, une autre fois il est noir. Et il y avait des mythes comme ça qui circulaient. Donc le beau mythe, vous avez bien fait de l'utiliser. Effectivement, son combat a commencé avec la libération de l'homme africain du joug colonial. Toute son action à partir de RDA et qui a été prolongée après l'indépendance. Donc effectivement, c'est un véritable mythe. Mais il y a 2 ans, nous avons fait un colloque sur la pensée de Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Et moi, en tant que linguiste, j'ai pris tous les discours de Félix Houphouët-Boigny et j'ai analysé son lexique, les mots qu'il émet. Quels sont les mots, à travers tous les discours, toutes périodes confondues. Et je vous donne en 1000, quel est le mot qui vient en tête? Paix. Exactement. C'est le mot paix. On ne peut pas se rater à ça. C'est le mot paix qui vient en tête. Après, vous avez des mots comme indépendance, progrès. Quand il dit progrès, il parle de développement, de liberté, de fraternité, d'unité et de dialogue qui est en 7e position. Voilà, tout ça, ça résume la philosophie du président Félix Houphouët-Boigny. Et on peut dire qu'il nous a laissé un pays, malgré tout ce que nous vivons aujourd'hui, un pays solide. Un pays solide parce que, vous savez, quand la crise a commencé, on a dit oui, il va y avoir une guerre entre les religions en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché parce que ce n'était pas dans notre ADN et ça nous le devons à Félix Houphouët-Boigny. On a dit aussi qu'il y aurait des guerres ethniques entre les différentes ethnies et puis c'est qu'on ne connaît pas la configuration ethnique de la Côte d'Ivoire. Quelle ethnie au singulier contre quelle ethnie au pluriel? C'est pas possible. Ça non plus, ce n'est pas dans notre ADN. Donc tout ça nous le devons aussi à Félix Houphouët-Boigny. Donc vraiment son héritage est multidimensionnel. Multiforme. On ne peut pas le résumer en quelques mots. Et puis un dernier mot, un peu, entre guillemets, un peu trivial. Pendant toutes ces crises que nous avons vécues, il n'y a pas un seul mois où l'État de Côte d'Ivoire n'a pas payé ses agents. Ça veut dire qu'économiquement, le pays était aussi solide. Il y a des pays qui ne sont pas en guerre et qui passent 12 mois à ne pas payer leurs fonctionnaires. Donc il nous a laissé quand même un précieux héritage qu'il appartient à nous tous de préserver. Et je pense que à un moment donné, pendant la dernière crise que nous avons vécue, à un moment donné, je pense que les Ivoiriens ont senti ce qu'ils allaient perdre. Donc on ne pouvait pas aller au-delà. Et je pense que ça aussi, ça nous a aidés à ne pas aller au-delà. Et tout ceci comporte de son héritage. Alors, on va aller au mot à mot, et pour décrypter un peu son action dans différentes notions que nous avons libellées. On a parlé de paix, ces actions de paix qui ont été menées dans notre pays et au-delà. C'est ça. On peut en parler. Hein. Mais la paix, il a toujours prôné le dialogue comme arme pour amener à la paix. Et je me souviens que lorsqu'il avait engagé le dialogue avec l'Afrique du Sud, nous on était jeunes étudiants, on était complètement révoltés. Comment on peut dialoguer avec des gens qui maltraitent des Noirs sur le continent? Mais c'est lui qui avait raison. C'est lui qui avait raison parce que quand Nelson Mandela est sorti de prison, la première des choses qu'il a faites, c'est de dialoguer avec les Blancs d'Afrique du Sud. Donc, il avait raison avant tout le monde. Donc ça aussi, ça contribue à la paix. Même le dialogue à l'intérieur, quand il y avait des tensions qui montaient, quand il sentait qu'il y avait des tensions, il réunissait tout le monde. Et pendant une semaine, tout le monde parlait, on déversait les colères qu'on avait, on sortait tout, et puis après, il y a un apaisement qui se faisait. C'est ce qui manque aujourd'hui, malheureusement, au niveau de cette cohésion sociale qu'il avait voulu
constitué, qu'il a réussi à faire, mais qui, même si aujourd'hui, cela est un peu, on perd un peu le fil, mais nous l'avons dans notre ADN. Et je sais qu'il y a des moments où la Côte d'Ivoire ne pourra jamais aller au-delà de ce qui est impossible. Professeur, vous avez étudié les discours du président Houphouët. Le premier mot, c'était paix. Le deuxième, c'était... Indépendance. Indépendance. C'était quoi l'indépendance pour Félix Houphouët-Boigny? Ça se déclinait comment? Alors, sur le mot indépendance, il y a eu beaucoup de polémiques. On a dit qu'il n'était pas pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, mais il était. Il était, et l'indépendance, c'était d'abord d'aller progressivement vers l'indépendance économique. Parce que l'indépendance politique, on peut penser qu'on l'avait plus ou moins, même si ce n'est jamais total. Vers l'indépendance économique. Et au départ, comme il n'y avait pas beaucoup de cadres ivoiriens formés, il a aussi coopéré avec l'ancienne puissance coloniale pour former des cadres. Donc tout ça, c'est dans la vie, c'est aller vers l'indépendance surtout économique. Parce qu'il a toujours insisté sur cette indépendance économique. C'est pourquoi il invitait les jeunes à étudier, à faire la science pour pouvoir transformer nos produits. Et je pense que l'indépendance c'est ça. Et puis l'indépendance aussi, lui il a vécu la colonisation, il a vécu le travail forcé, il a tout vu. Donc c'est ce que c'est qu'avoir la liberté à partir de ce moment-là. Donc voilà un peu brièvement présenté ce qui se cache derrière le mot indépendance pour lui. Et sur la liste en troisième position, nous avons le progrès. Progrès. Progrès, c'est à la fois développement et progrès. Et le progrès, c'est le mot qu'il aimait. Il disait progrès. Il prononçait progrès. C'était pour, vous comprenez, c'est amener un pays qui part de rien à évoluer et à atteindre un certain niveau de développement. Et ça, c'était son souci majeur. C'est son souci majeur. Alors, deux mots, deux pensées, hein, quand on parle de progrès avec Félix Houphouët-Boigny, c'est l'aventure 1946. Voici on n'est même pas encore indépendant, et quelqu'un qui n'est même pas encore président prend sur lui d'envoyer de nombreux Ivoiriens étudier à l'extérieur. Ça c'est d'un. Et de deux, c'est le progrès, les fêtes tournantes qui permettaient au pays de se doter d'infrastructures. Tout à fait. Dont on parle beaucoup aujourd'hui, suivez mon regard. Alors, ça, c'est le progrès façon Houphouët-Boigny. C'est ça. C'est-à-dire qu'il avait une vision. Et la Côte d'Ivoire était son projet. Il avait son projet, c'était la Côte d'Ivoire. Donc, avant même l'indépendance, il savait très bien que nous avons très peu de cadres. Et que dès l'indépendance, il fallait occuper des postes. Si on veut être indépendant, il faut qu'on puisse avoir des gens formés qui occupent les postes quand les Européens vont libérer ces postes-là. Donc il avait déjà prévu ça. Et les fêtes tournantes, je vais retenir une chose. À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel digne de ce nom dans nos régions. Et pendant ces fêtes tournantes, ça c'est l'actualité. Voilà. Il y avait des hôtels qu'on construisait, etc. Voilà, des stades. Et pour permettre à toutes les régions d'être dotées d'infrastructures. Et la voie précédait tout ce développement. Voilà. Donc c'était... Les spécialistes de la prospective vous diront qu'il avait tout prévu. Les pôles de développement du pays, etc. Il avait tout prévu. Même les sociétés d'État qu'il avait créées, malheureusement, les gestionnaires indélicats ont fait tomber toutes ces sociétés, mais n'empêche qu'il avait tout prévu. Donc je pense que, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il nous avait laissé quand même un précieux héritage, un pays qui est relativement solide. Et c'est à nous de voir où est-ce que nous pouvons l'emmener. Il avait une pensée futuriste pour son pays notamment, et la quatrième notion comportait quoi pour lui et se schématisait comment précisément? Alors la quatrième notion, c'est la liberté, qui rejoint l'indépendance, fraternité. Et il disait que lui n'avait pas d'ennemis, que son cœur était si petit qu'il n'y avait pas de place pour la haine. Et l'unité, ça c'est très important, l'unité de pays. Vous savez, vous héritez d'un pays avec 60 ethnies, il faut en faire une nation. Donc il insistait beaucoup sur cette idée d'unité. Et puis bien sûr sur son arme favorite qui est le dialogue, qui vient en 7e position dans la liste de ce que j'ai retenu. Mais, professeur, c'est vrai qu'il y avait, comme toute personne humaine, ces zones d'ombre également. Bien sûr. Il y a eu des tâches. Bien sûr. Bien sûr, on ne peut pas régner pendant 30 et quelques années, 33 ans, sans qu'il y ait de zones d'ombre. Des tâches, quand on gouverne une nation, on n'est pas toujours, c'est pas toujours linéaire. On peut citer les problèmes comme le guébier, on peut citer les faux complots, etc. etc. Donc il y a eu des zones d'ombre, mais n'empêche qu'au finish, entre guillemets,
la lumière prend le pas peut-être sur... La balance est excédentaire. Sur l'ombre. Et c'est à nous aussi de faire en sorte que cette lumière continue à briller. Et là, nous avons planché sur l'avant 7 décembre 1993. Malheureusement, ce jour-là arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'était une immense douleur pour tout le pays. Une immense. C'est-à-dire qu'on a fini par croire qu'il était immortel. Et on a fini par croire. Moi, je suis allé au palais présidentiel et j'ai vu le corps couché. Et c'est là que beaucoup de gens ont réalisé qu'effectivement, il n'était pas immortel. Mais je crois que ça a été une immense douleur. Même entre opposants, partisans, ce jour-là, on était tous unis pour cette douleur immense qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et depuis, c'est maintenant qu'on commence à... Quand il parlait souvent de paix, on se moquait un peu, mais il ne fait que répéter le mot paix. Maintenant, on se rend compte que véritablement le mot paix avait... Et son insertion a pris tout son sens, hein, le vrai bonheur. Une valeur extraordinaire. Le vrai bonheur, on l'apprécie. Professeur, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tout le monde est footiste. Oui. Qu'on soit de gauche, de droite, du centre. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comme je disais tout à l'heure, il appartient à l'histoire, donc il nous appartient tous. Maintenant, c'est chacun, c'est parce que chacun met dans son foutisme. Oui. Il faudrait qu'on puisse nous dire, quand ils disent je suis au foutiste, qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Est-ce que c'est le dialogue? Est-ce que c'est la recherche acharnée de l'unité, la Côte d'Ivoire, la réconciliation dont nous avons besoin? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui devrait être pour vous le foutisme, selon vous? Moi, le foutisme, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que reconnaître que le chemin qu'il a pris était le bon chemin, qu'il nous a construit, parce qu'il était le premier, bien sûr. Il nous a construit un pays qui est relativement solide, c'est à nous de le consolider. Avec les fondamentaux. Il y a les fondamentaux qui sont là. Moi, je pense que... Et puis, l'unité du pays, très important. Si vous regardez les paroles de notre hymne national, tout est dedans, tout est dit. C'est à nous de l'appliquer, ce qui est écrit dans notre hymne national. Et l'unité, c'est très, très, très important. L'unité, c'est en même temps la paix, c'est en même temps la réconciliation, c'est en même temps le vivre ensemble. Je crois que toutes ces notions-là résument un peu sa pensée que nous devons faire fructifier. Alors, de son héritage qu'il nous a légué et de la pensée de l'oufouettisme que chacun déclinera à sa manière, est-ce qu'il y a des regrets aujourd'hui sur l'œuvre qu'il a laissée ou qu'il a bâtie? Ah, il y a des regrets, certainement, puisque moi, je ne sais pas, je suis là, je ne vais pas entrer dans des sentiers... Mais de votre regard que vous portez. Mon regard, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur l'unité. Ah parce que, oui, ce pays, la nation n'est pas encore consolidée. Nous devons tendre tous nos regards vers la consolidation de la nation. C'est faire en sorte que tout le nombre de peuples que nous avons, la présence des étrangers, tout ça, nous en fassions une nation. Mais ça veut dire qu'il faut que nous ayons un projet que tout le monde comprenne, auquel tout le monde adhère. Et une vision qui entraîne tout le monde. Là, je me permets il me semble qu'en tant qu'observateur de la vie politique, il nous manque un certain nombre de choses. Donc il faut que tous ensemble, nous puissions une vision globale de satisfaction de toutes les composantes. Voilà, au niveau, quand vous parlez de vision, tout de suite dans ma tête, à l'époque, quand il y a quelqu'un qui me disait, quand le président Houphouët initiait les fêtes tournantes, d'aucuns parlaient de gaspillage. Et aujourd'hui, on voit que la Côte d'Ivoire a des fondamentaux. Et il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait des manifestations pour organiser des infrastructures, mais lui, il avait déjà pensé à ça, sans que la Côte d'Ivoire même... Un partage équitable. Oui, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des infrastructures. Les infrastructures dans un pays, ça doit être ordinaire, ça ne doit pas être exceptionnel parce qu'il y a une organisation. Houphouët, en 1950, déjà 40, a envoyé des gens étudier parce qu'ils savaient... Et cette vision-là, c'est vrai, ça manque aujourd'hui. Vous voyez que vous en savez autant que moi sur Félix Houphouët. On a grandi avec disons que, cette culture-là. Effectivement, il faut un développement équitable. Franchement. C'est-à-dire que Abidjan devient monstrueux. Vous en savez quelque chose, hein? On ne peut plus circuler dans Abidjan. Alors qu'il y a de l'espace ailleurs. Il faut équilibrer. Et puis, je ferai un petit clin d'œil sur la politique, si vous permettez. La décentralisation doit être un domaine qu'il avait pensé déjà
doit être un domaine où on doit pouvoir avoir une vraie décentralisation. Quand vous connaissez des régions avec des leaders économiques, des leaders politiques qui se développent et que nous mettions les régions en concurrence, on n'est pas obligé de tous sur Abidjan. Ça crée une saine émulation. Donc il faut créer, il faut que véritablement les régions deviennent des acteurs vraiment de développement du pays et que ça équilibre un peu le pays, parce que Abidjan devient monstrueux, on ne peut pas y respirer, on ne peut plus respirer à Abidjan. Il faut décongestionner tout ça un peu. Ça, il aurait fait, je pense qu'il avait pensé, c'est vrai qu'il a construit Yamoussoukro en pensant que la capitale allait effectivement être transférée là-bas pour nous aider. Mais quand vous regardez Yamoussoukro aujourd'hui, vous n'avez pas mal au cœur? Si, on a mal au cœur. Mais oui. On a mal au cœur. Les bâtiments qui sont on a mal au cœur, on a mal au cœur. Qui tombent en lambeaux. Le lycée scientifique qui ressemble à un lycée... Enfin, bref. Bref, comme vous dites. Des édifices qui sont laissés... qui sont laissés, voilà. Oui, il faut que tout ça... Tout à l'heure, vous parliez de musées. Il y a le petit palais qui n'est pas loin d'ici. Le journaliste Venance qu'on avait écrit un article, montré dans quel état c'était. Donc l'État s'en occupe un peu. Il faudrait effectivement que l'héritage de Houphouët, qu'on puisse avoir un musée et qu'en plus, il y a un maillage de développement du pays. On puisse... Professeur, je sens un peu de mélancolie. Vous êtes déçu? Oh, on ne peut pas être déçu, parce que je pense que... Toujours garder l'espoir. Ceux qui nous gouvernent ont ces idées-là. Il faut que véritablement ça se concrétise et que nous adhérions tous à un projet comme il avait, malgré tout, réussi à nous faire adhérer à sa vision à l'époque. Par essence, l'héritage est légué aux plus jeunes, aux descendants. Alors aujourd'hui, la jeunesse, quel est le message ou quelles sont les pensées qu'elle doit cultiver pour rentrer vraiment dans la démarche du père de la nation? Notre pays a connu beaucoup de violence. Et dans ces moments de violence, la jeunesse a eu sa part. Et quand vous voyez des phénomènes comme les microbes et tout ce qu'on voit aujourd'hui, il y a une violence latente. Et je pense qu'on doit pouvoir faire connaître la pensée de Félix Houphouët-Boigny. Cette notion de paix dont on se moquait à l'époque quand il répétait tous les jours devient quelque chose de précieux. Et puis dans les écoles, dans les universités, on devrait pouvoir enseigner certaines valeurs qui peuvent nous aider à arriver à cette cohésion. On a besoin de ça, d'unité, on a besoin de cohésion, on a besoin de... Professeur, est-ce que des hommes politiques comme Houphouët-Boigny sont facilement trouvables en 2018? Oh, Houphouët, c'était son temps. Comme si vous me demandez si la France peut avoir un De Gaulle aujourd'hui. Non. À chaque période, son leader. Oui. Donc, on ne peut plus avoir un Houphouët parce que les circonstances historiques ne sont pas les mêmes. Mais la période que nous vivons peut avoir son leader, il n'y a pas de problème. Donc, je pense que là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude. S'appuierait sur ces... Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que ce n'est pas les intelligences ni les talents qui manquent en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas désespérer. On ne peut pas désespérer, non, non. Les intelligences, il y en a, les talents, il y en a. Et puis, je vais voir votre génération, il y a un dynamisme extraordinaire à en revendre. Merci. Donc, ce dynamisme-là peut être utilisé justement pour prolonger le travail effectué par le président Félix Houphouët-Boigny. Et le père peut-être de génération en génération, parce que aussi, comme vous avez parlé de la formation des plus jeunes, formater ces jeunes-là à la culture de paix, de développement. Formater ces jeunes à la culture de paix et formater ces jeunes-là à la culture nationale. Là-dessus, j'ai terminé parce que je pense que là, il y a une déperdition. On commence à voir les choses qu'on ne voyait pas avant. Il va falloir que nous revenions là aussi aux fondamentaux de la culture, du respect. La non-violence. La non-violence, toutes ces valeurs-là qui nous ont permis... violence, la violence verbale. Aujourd'hui, il y a trop de violence verbale. Il y a trop d'agressivité dans la société. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir véritablement canaliser. Il faut s'abreuver aux sources. Alors, secrétaire d'académie du domaine des lettres et sciences humaines, l'ASCAD, le professeur Kouadio Nguessan-Jérémy, ça a été un plaisir donc de vous avoir. Et puis on aimerait rendre hommage également à un de vôtres qui nous a malheureusement quittés. Oui, j'aimerais avoir une pensée émue pour mon frère et ami, collègue, professeur Seribaï, qui nous a quittés, qui est membre de mon domaine. Et je crois que je salue sa famille politique, dis mes condoléances à la Côte d'Ivoire parce qu'elle perd un de ses brillants fils
qui s'est battu aussi pour la réconciliation nationale. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, professeur. Merci beaucoup, Alix. Je souhaite un très bon week-end. À vous aussi, bon week-end. Et que l'esprit d'Houphouët-Boigny soit vraiment, nous rappelle que la Règne Côte d'Ivoire partout. est un beau pays qui a des fondamentaux. Très, très bon week-end à toutes et à tous. Soro Félicité a signé l'écriture technique de cette émission. Elle se joint à tous les techniciens pour vous dire bon week-end et vive Houphouët-Boigny.